Un médecin populaire a été abattu devant sa clinique dans la région de Los Angeles, apparemment pris pour cible par un groupe d'assassins. Et maintenant, 1 an plus tard, son ex-femme fait face non seulement à des accusations de meurtre avec préméditation devant le tribunal pénal, mais aussi à une plainte pour décès injustifié devant le tribunal civil. J'ai pu parler à l'avocat à l'origine d'un possible paiement de plusieurs millions de dollars à la jeune épouse et au bébé du médecin. Bienvenue dans Sidebar de Law & Crime, je suis Jesse Weber. En août 2024, Hamid Mir-Shajai, 61 ans, quittait son bureau à Woodland Hills, Californie, vers 17h30. Un homme est soudainement apparu avec une arme et lui a tiré une balle dans la tête. Quelques mois plus tard, la police a fait une annonce choquante. Ils avaient arrêté l'ex-femme de Hamid, Ahang Kelk. Les autorités pensent qu'Ahang, qui est parfois encore appelé Hang Mir-Shajai ou Hang Zaran, a orchestré ce complot meurtrier et engagé 4 complices probablement présumés pour l'aider à le réaliser. Par ailleurs, il semble que ce groupe ait déjà ciblé Hamid auparavant. Selon des documents judiciaires liés à la bataille entre Hamid et Ahang, divorcé depuis 2010, Ahang aurait harcelé son ex-mari pendant des années pour obtenir une part croissante du patrimoine de Hamid. Plusieurs procès révèlent que Hamid accusait Ahang d'avoir vidé ses comptes, volé des biens et employé des méthodes violentes pour le harceler et l'intimider. Des documents judiciaires examinés par le Los Angeles Times ont révélé qu'il y aurait eu des menaces de violence dans leur relation. En fait, en 2018, Hamid a témoigné qu'Ahang avait été une bonne partenaire et une mère orientée vers la famille jusqu'à environ 2008, lorsqu'elle a, je cite, changé. Il a témoigné, je cite, « Elle a juste craqué. Vous savez, peut-être trop de pression, peut-être du stress, son état d'esprit a totalement changé. Vous savez, elle n'était plus une épouse ou mère normale, juste trompeuse et malhonnête. » En 2009, Hamid a demandé une ordonnance restrictive contre Ahang, disant craindre pour sa vie. Il a allégué qu'elle l'avait frappé avec ses poings et lui avait dit « Si j'avais un couteau, je te poignarderais à mort. » Alors que la bataille juridique durait, Ahang a déposé une ordonnance restrictive contre Hamid. D'après le Los Angeles Times, elle a déclaré dans un dossier judiciaire « Il m'a menacé de me tuer et de me faire hurler comme un cochon en brandissant un grand couteau de chasse. Il m'a poussé, puis m'a attrapé le bras et la main, me faisant de gros bleus. » Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup d'accusations échangées ces dernières années entre les anciens partenaires. C'est évident. En 2022, c'est là que quelque chose change. Hamid s'est remarié, demandant à Ghazal Samor de devenir sa femme. Ils ont eu une fille. Tout semblait parfait jusqu'en août 2024 lorsque Hamid a été pris pour cible et tué. Et maintenant, Ghazal poursuit Ahang ainsi que les 4 présumés complices dans le cadre d'une action en justice pour décès injustifié au nom d'elle-même, de sa fille et de la succession de Hamid. Avant d'aborder le procès, je dois présenter brièvement les personnes impliquées dans ce complot de meurtre. Ahang est évidemment vu comme l'organisateur et le financier du contrat. Elle est accusée de meurtre et d'agression armée. Evan Hardman est accusé d'avoir commis la fusillade au Warner Plaza Medical Center à Woodland Hills. Il est accusé d'avoir tué Hamid pour de l'argent avec la circonstance aggravante d'une embuscade, ce qui aggrave la situation. Et les procureurs affirment qu'Ashley Rose Sweeting a servi de chauffeur pour la fuite, emmenant Hardman à la clinique, puis s'enfuyant rapidement après ce prétendu contrat. Elle est accusée de complicité après les faits. Et puis là, il y a un 3e complice présumé. Voici Sarala Jawed qui aurait conduit Hardman au Texas après la fusillade. Il y a aussi un 4e homme, Sean Randolph, qui aurait aidé pour la logistique, notamment en se procurant une arme fantôme apparemment intraçable. Ah, tu sais quoi ? Ce n'est pas la première fois qu'une certaine Hang aurait engagé ces personnes pour nuire à son mari. Tu te souviens ? En mai 2024, plusieurs mois avant sa mort, Hamid a été agressé par 2 hommes armés de battes de baseball. Les procureurs accusent Hardman et Jawed d'avoir mené cette attaque dans la campagne présumée de harcèlement d'Ahang contre son ex-mari. Ils sont aussi poursuivis pour agression avec armes dangereuses. Nous allons maintenant évoquer le procès intenté par Ghazal devant la Cour supérieure de Los Angeles. Elle engage des poursuites pour 4 chefs d'accusation dans cette affaire. Nous avons l'infliction de détresse, le décès injustifié, la survie et la violation de la loi uniforme sur les transactions évitables. Cette poursuite donne un aperçu de ce crime et explique pourquoi Ghazal pense que cela s'est produit.
Citation. Les plaignants sont informés et croient, et les saisissants et allèguent en conséquence, qu'au cours des années qui ont suivi le divorce de la défendresse Ahang d'avec Hamid Mirshajai, la défendresse Ahang s'est livrée à un schéma de harcèlement, d'intimidation et d'agression envers Hamid Mirshajai, motivé en grande partie par l'avidité et la vengeance. Ahang a sans cesse demandé de l'argent à Hamid Mirshajai à cause de ses dépenses excessives, de sa mauvaise gestion financière et de sa cupidité. Dans les mois précédents, le 23 août 2024, la défendresse Ahang a commencé à élaborer un plan visant à faire assassiner son ex-mari, Hamid Mirshajai, dans le but d'en tirer un avantage financier. La plainte indique que Hamid paraissait avoir tourné la page, ce qui a fortement motivé cette attaque présumée. La plainte montre que la défendresse Ahang était très jalouse du remariage de Hamid Mirshajai avec Ghazal Samour et de la naissance de leur enfant. La jalousie d'Ahang a dépassé les motivations financières, la poussant à vouloir détruire la vie des plaignants en tuant leur mari et père. Et la plainte qualifie le crime commis par ce soi-disant gang d'individus d'acte brutal. Le 23 août 2024, vers 17h30, Hamid Mirshajai quittait son cabinet au Warner Plaza Medical Center pour rejoindre son véhicule sur le parking. Alors qu'il se rendait à son véhicule, Hardman, qui avait attendu Hamid Mirshajai à la sortie du bureau de façon brutale et lâche, a tiré plusieurs fois sur lui avec une arme à feu avant de s'enfuir, laissant Hamid Mirshajai mourir sur le parking. Je veux examiner cette plainte et ses causes d'action en profondeur. Accueillons maintenant Alex Guerrero. C'est l'avocat qui a déposé cette plainte au nom de Ghazal et de sa fille. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous savez, Alex, toute cette histoire, malheureusement, on dirait qu'elle sort tout droit d'un film. Avez-vous déjà eu affaire à une affaire comme celle-ci auparavant ? Non, je dois vous le dire. Merci de m'avoir invité ce matin. Je suis ravi d'être ici. Non, c'est la première fois que je fais face à quelque chose comme ça dans ma carrière. Je suis avocat depuis environ 25 ans. C'est le genre de choses dont on entend parler à la télévision ou au cinéma sans s'attendre à ce que ça arrive vraiment. Comment va Ghazal en ce moment ? Faire face au chagrin est déjà difficile. Mais perdre un proche violemment, avec en plus une affaire criminelle et peut-être civile, c'est encore plus dur. Je veux dire, c'est beaucoup. Comment va Ghazal ? Honnêtement, elle a vraiment eu beaucoup de mal à gérer ça et émotionnellement. Vous savez, ce n'est pas seulement la perte de son mari. Ils n'étaient mariés que depuis quelques années. Leur fille n'a actuellement que 18 mois et elle n'avait que 6 mois quand cela s'est produit. Elle est donc sollicitée dans de nombreuses directions différentes. Elle doit gérer le criminel et coopérer avec le bureau du procureur du district. Elle doit faire face à l'insécurité financière, vous savez, d'avoir son principal soutien de famille, son mari tragiquement assassiné. Vous savez, elle doit gérer le procès civil, évidemment, et le chagrin, comme vous venez de le mentionner, d'avoir perdu l'amour de sa vie. Oui, c'est horrible. C'est horrible, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un point de vue juridique, quel impact l'affaire pénale en cours a-t-elle sur l'affaire civile ? Donc, l'aspect pénal de l'affaire, parce qu'ils ont tous plaidé non coupables et parce que le procès n'a pas encore commencé, cela entrave notre capacité à mener la procédure de découverte civile contre les défendeurs individuels. Et la façon dont cela fonctionne, c'est que, par exemple, si nous devions interroger Ahang Mirshajai sous serment et lui poser des questions pouvant entraîner des conséquences pénales, elle pourrait invoquer le droit au silence du 5e amendement lors de la procédure de découverte civile afin d'empêcher que ces éléments de preuve soient utilisés contre elle dans l'affaire pénale. Donc, serait-il avantageux pour vous que l'affaire pénale soit résolue avant que l'affaire civile n'avance ? En général, oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, si ce n'est pas un plaidoyer de non-contestation et qu'il y a un véritable plaidoyer de culpabilité, ce que les procureurs demandent souvent en cas de négociation de peine, nous pouvons l'utiliser dans notre procédure civile. Et parfois, selon le tribunal, il faudra ce qu'on appelle une allocution. Une allocution est une déclaration où une personne reconnaît certains faits fautifs. Ces faits attestés sous serment peuvent servir dans d'autres procédures, y compris civiles. Et pour être clair,
comme nos téléspectateurs le savent, il peut y avoir un résultat dans une affaire pénale, disons même un non culpable, et cela n'empêche pas une affaire civile ou une déclaration de responsabilité dans une affaire civile. Donc, elles sont liées d'une certaine manière, mais elles sont différentes. Je veux passer en revue cette plainte. Donc, la première cause d'action, la première plainte concerne l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'applique dans ce cas ? Bien sûr. Eh bien, vous savez, il en existe différents types, mais essentiellement, le concept derrière l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle est qu'il s'agit d'un acte intentionnel. C'est un délit civil, donc cela relève du droit civil. Ce n'est pas pénal, c'est lorsqu'un défendeur adopte un comportement scandaleux spécifiquement dans l'intention de provoquer une détresse émotionnelle ou des dommages émotionnels chez le plaignant. Et dans ce cas, il est clair qu'Ahangmir Chirjai, en plus de toute autre motivation qu'elle pouvait avoir, avait évidemment l'intention de tuer son ex-mari sans se soucier des conséquences émotionnelles que cela pourrait entraîner. Pour Ghazal ou la fille d'Ina. Devez-vous prouver qu'elle pensait à Ghazal et à sa fille ? Devez-vous prouver qu'elle avait cette idée d'intention que voulait-il provoquer une détresse émotionnelle ou ces actes étaient-ils simplement d'une telle imprudence et scandaleux ? Ils étaient si choquants que nous n'avons pas à le prouver. Vous saviez que Ghazal était dans votre esprit, mais vous ne vous préoccupiez pas vraiment des conséquences. Comment cela fonctionne-t-il ? Bien sûr, c'est une excellente question. Et donc, nous pouvons établir l'un ou l'autre. Et si un jury en déduit que cela a été délibérément conçu pour provoquer une détresse émotionnelle chez les deux plaignants, ou si les actions étaient tellement imprudentes qu'une personne raisonnable saurait qu'une détresse émotionnelle en résulterait, alors nous pouvons prouver ce motif d'action. Le point suivant porte sur le décès injustifié. Expliquez ce que cela signifie ici et détaillez les aspects importants. Les différents chefs d'accusation dont nous parlons, les frais funéraires, la perte de revenus passés et futurs, toutes les choses qui sont liées lorsque nous parlons de décès injustifié. Qu'entendez-vous par décès injustifié ici et que souhaitez-vous obtenir à ce sujet ? Donc, le décès injustifié tel que nous l'avons plaidé ici dans cette action en justice était, vous savez, en quelque sorte, une catégorie générale. La conduite intentionnelle, nous pensons évidemment qu'il s'agit d'une affaire intentionnelle. La mort injustifiée est généralement une négligence qui entraîne la mort. Et nous l'avons invoquée simplement pour couvrir toutes nos bases. Car évidemment, nous ignorons quelles preuves seront finalement présentées dans l'affaire pénale. Donc, dans la mesure où il y aurait eu un acte ou une omission commis par une ou plusieurs de ces personnes ayant entraîné la mort. Donc, disons, par exemple, et c'est une hypothèse vraiment scandaleuse, Monsieur Evan Hardman, qui était l'homme de main, disons par exemple, il s'est approché du défunt, il a sorti son arme, puis l'arme a tiré alors qu'il n'avait pas l'intention d'appuyer sur la détente. Si quelque chose d'aussi fou que cela arrivait, nous pourrions engager une action pour décès injustifié contre lui et cela couvrirait nos arrières au cas où il y aurait une situation étrange où une conduite intentionnelle ne serait pas alléguée. Maintenant, il y a certains aspects de cela qui sont concrets quand on parle des frais d'enterrement, n'est-ce pas ? On peut imaginer que c'est facile à comprendre. Il y a d'autres aspects qui semblent un peu plus abstraits et on se demande comment prouver ou exprimer la perte, comme celle de compagnie, d'amour ou de réconfort. Comment prouvez-vous cela ? Comment l'exprimez-vous devant un jury ? Donc, vous savez, c'est aussi une excellente question parce qu'elle se pose dans chaque procès. La Californie reconnaît deux types de dommages-intérêts, les dommages économiques ou spéciaux et ensuite les dommages non économiques ou généraux. Vous savez, les dommages spéciaux sont les choses concrètes pour lesquelles vous avez des reçus. Donc, par exemple, vous savez, les frais funéraires, les fleurs, ce genre de choses. Ce sont des dommages spécifiques et concrets, faciles à prouver devant un jury. Les dommages non économiques ou les dommages généraux dont vous parlez, vous savez, les gens en ont généralement entendu parler en termes de douleur et de souffrance. Mais les instructions Casey, ce sont les instructions données au jury en Californie dans les affaires civiles, reconnaissent beaucoup d'autres choses en plus de la douleur et de la souffrance, y compris la détresse émotionnelle, l'anxiété, la perte de jouissance de la vie.
Et donc, lorsque vous parlez au jury de la façon d'essayer de quantifier ces choses-là, évidemment, il n'y a pas de montant fixe. Vous savez, de grille pour cela. Il n'y a pas de cote officielle, vous savez, du genre, vous avez été marié X années, ou vous aviez une fille contre 2 filles. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur les expériences personnelles des jurés et on développe cela à travers les preuves en montrant simplement la qualité de la relation qu'ils avaient, le fait qu'ils étaient encore relativement jeunes mariés, le fait qu'ils avaient une nouvelle fille, le fait que Avina, la petite de 18 mois, ne connaîtra jamais son père. Les anniversaires, fêtes, vacances et avenirs qu'ils auraient pu partager sont perdus. Nous avons demandé à un jury de déterminer de façon indépendante comment il pouvait évaluer cela, et parfois un procès va même suggérer ce que nous pensons que cela vaut. Cela ne demande-t-il pas que Ghazal témoigne sur tout cela? Oui, absolument. Donc Ghazal devrait témoigner, mais vous savez, très souvent nous constatons que certains des témoignages les plus puissants ne viennent pas seulement de la personne concernée, mais aussi des amis et des membres de la famille, des personnes qui étaient au mariage par exemple, ou des membres de la famille qui ont passé les fêtes avec eux, ou des amis qui sortaient dîner avec eux deux. Maintenant, il existe une autre cause d'action appelée la survie, qui paraît plus complexe. Pouvez-vous nous l'expliquer? Est-ce spécifique à la loi californienne? Donc non, la survie est en fait une cause d'action qui nous vient directement de la common law anglaise. Je suis presque certain que cela existe dans presque tous les États-Unis. Mais en gros, c'est une cause d'action dans une situation de décès qui est intentée essentiellement au nom de la succession pour des dommages-intérêts que se sont produits entre le moment de l'incident qui a causé le décès et le décès lui-même. Donc, par exemple, si quelqu'un est blessé dans un accident mais n'est pas tué sur le coup, il survit pendant un certain temps, peut-être une semaine à l'hôpital ou quelque chose comme ça. La douleur, la souffrance et les dommages spéciaux encourus pendant cette période intermédiaire peuvent être récupérés par le biais d'une action de survie. Et donc ici, vous savez, on n'est pas vraiment sûr de la durée exacte. Hamid a survécu après avoir été blessé par balle, mais il s'est écoulé un moment. Et donc généralement, lorsqu'il y a un décès, une action en survie est une bonne pratique dans la procédure. Non, c'est logique, je comprends. Et puis, il y a la dernière, c'est la violation de la loi uniforme sur les transactions annulables. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une loi que nous avons ici en Californie qui est inscrite à l'article 3439 du Code civil. Et en gros, cela permet aux personnes qui pourraient avoir un intérêt dans certains actifs d'annuler certaines transactions qu'elles pourraient effectuer. Donc, par exemple, si quelqu'un possède des biens personnels très coûteux comme une flotte de Ferrari ou de l'immobilier et des maisons et qu'il sait que les taux se resserrent sur lui et qu'il risque d'avoir un important jugement civil prononcé contre lui, il peut essayer de dissimuler ses actifs soit en les transférant à des tiers comme des membres de la famille ou dans ce cas, Ahang Mirshirjai a des enfants adultes et d'après les informations dont nous disposons, elle essaie de leur transférer des actifs. Donc, cette action en justice a été engagée pour nous permettre d'annuler ces transactions afin qu'elles ne puissent pas être dissimulées. Vous savez, un exemple célèbre de ce genre de situation est évidemment le procès de O.J. Simpson où il a été acquitté au pénal, mais ensuite il a été jugé responsable pour le décès injustifié de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman. Et vous savez, il a essayé de cacher beaucoup de ses biens et de les soustraire aux créanciers pendant des années et des années avant son décès. Et donc cette action en justice est davantage conçue comme une mesure préventive et nous place dans une position forte une fois cette affaire résolue pour annuler certaines de ces choses. Ou si on le découvre lors de la phase de découverte, les arrêter tout de suite. Quelle preuve avez-vous que c'est qu'Ahang transfère cet argent ou ces biens pour les soustraire à Ghazal et non lors d'une simple transaction? Quelles preuves montrent une dissimulation volontaire des biens? Donc, tout d'abord, il faut remettre en question le fait qu'elle ferait cela depuis une cellule de prison. Mais deuxièmement, et malheureusement, je ne suis pas autorisé à discuter des noms précis d'amis et de membres de la famille qui nous ont parlé de cela.
Mais il suffit de dire que ces personnes viennent d'une communauté très soudée et très connectée. De nombreuses personnes de la communauté ont heureusement coopéré avec nous. Maintenant, en ce qui concerne les réparations, cette plainte présente plusieurs demandes. Des dommages d'intérêt généraux, des dommages d'intérêt spéciaux, des dommages d'intérêt conformément au Code civil, des dommages d'intérêt punitifs, les frais de la procédure, les intérêts avant jugement et toute autre forme de réparation. Quelle est la prochaine étape dans ce processus? Avez-vous déjà reçu une réponse juridique officielle? Donc, pas encore. Et donc, une fois que tous les défendeurs auront été assignés, et ils ne l'ont pas tous été, vous savez, la plainte a été déposée le 21 juillet, tout récemment, le 21 juillet dernier. Nous avons tenu une conférence de presse lundi parce que samedi marquait malheureusement le premier anniversaire de cet événement tragique. Et donc, c'est à ce moment-là que nous avons pensé qu'il serait bon de rappeler au public ce complot horrible de meurtre contre rémunération. Mais tous les prévenus sont en train d'être assignés. Une fois cela fait, heureusement, nous savons où ils sont, tous en prison, donc vous pouvez y assigner quelqu'un. Mais une fois que cela arrive, ils ont 30 jours pour déposer une réponse légale à la plainte. Et donc, généralement, c'est une réponse. Cela pourrait être une exception, une requête en radiation, en jugement sur écriture ou similaire. En général, cela va nécessiter une représentation légale. Donc, nous ne savons pas encore si ces prévenus vont avoir leur propre représentation légale. S'ils n'en ont pas, alors nous entamons une procédure appelée demande de jugement par défaut. Et donc, selon la façon dont les choses vont se dérouler, cela déterminera notre prochaine action. Pour comprendre le jugement par défaut, voyez notre couverture de l'affaire Alex Jones, un excellent exemple. Alex Guerrero, merci d'avoir pris le temps d'expliquer les subtilités juridiques de la situation. Nous adressons nos pensées et prières à Ghazal et sa fille en cette période difficile. Merci beaucoup, j'apprécie. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité et je transmettrai sans faute vos vœux à mes clients. Prenez soin de vous. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast. Je suis Jesse Weber. On se retrouve la prochaine fois.